Aujourd'hui, tout pousse ceux qui veulent faire changer les choses à faire des compromis. La vitesse, la pression économique, l'envie de plaire, la peur du conflit. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Et jusqu'où tu peux te plier sans briser? Dans cette vidéo, on va parler du pourquoi l'éthique est essentielle, ce que dit la science à ce sujet, des exemples concrets et comment incarner un leadership avec éthique et sans naïveté. Alors la question, c'est pourquoi c'est si difficile de garder son éthique au quotidien. Le premier point, c'est les conditionnements sociaux et culturels. Dès l'école, dès la maternelle, on va nous apprendre à être flexible, à s'adapter. Et si on ose être un tant soit peu rigide, on est tout de suite catalogué comme, je vais éviter les gros mots sur cette chaîne, mais comme le relou de service. Dans beaucoup d'environnements professionnels, on entend tout est négociable, tout s'arrange, tout peut se négocier, tout peut se payer, se monnayer. Résultat, on finit par croire qu'avoir des valeurs fermes, c'est de la rigidité et que dire non, c'est fermer des portes. Il y a l'exemple aussi, le second exemple, c'est les biais cognitifs. Il y a l'étude de HASH en 1975 qui a montré justement que les gens avaient tendance à se conformer, même s'ils mettaient deux bâtons qui étaient de même taille. Ils disaient celui-là est plus grand que l'autre et tout le monde finissait par dire ah d'accord, il est plus grand que l'autre. Tout ça pour rentrer dans le moule et rentrer dans la société. En neurosciences, l'insula et l'amygdale s'activent quand on va à contre-courant et le cerveau ressent littéralement un inconfort physique dès qu'on va se heurter à la norme et au reste du groupe. Troisième point, il va y avoir au niveau du système, dans l'économie, la politique, les réseaux sociaux, les médias, c'est la culture du compromis permanent. Alors le compromis, certes, peut devenir un outil, mais quand il touche à ton éthique, ça devient une trahison envers toi-même. Je vais vous donner quelques exemples de gens qui ne se sont pas trahis et qui ont voulu honorer leur éthique, et Dieu sait qu'on leur doit beaucoup. Le premier, ça va être Edward Snowden, qui travaillait pour la NASA, qui a vu que la NASA observait, c'est un joli mot, espionnait les gens sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, il a été tiraillé entre perdre son emploi ou dénoncer tout ce que la NASA faisait. Il a subi des pressions qui étaient horribles, exponentielles dans le temps. Il a quand même choisi l'éthique et la vérité. Et pourtant, il avait deux choix. Se taire et garder une carrière confortable, ou dire la vérité et perdre tout ce qu'il avait. Il a dû fuir quand même, pour vous donner une idée de ô combien. D'ailleurs, il y a un film sur sa vie, je vous conseille vivement de le regarder, il est passionnant, et ça montre ô combien rester aligné à son éthique est certes quelque chose de compliqué, mais d'extrêmement valorisant. Et aujourd'hui, il incarne la cohérence. Il incarne le « j'ai perdu mon confort, mais j'ai gardé mon intégrité ». Alors oui, un leader éthique va certaines fois choisir l'exil plutôt que la compromission. C'est d'ailleurs bien dans cette énergie que je compte avancer quand je mettrai les pieds en politique, parce que je pense qu'il faut des gens qui soient tellement alignés à leur intégrité et leur vérité que le simple fait d'exister devienne un acte de révolte. Le deuxième exemple que je veux vous amener, c'est la marque Patagonia. Ils font des t-shirts, des affaires de randonnée. Yvon Chouinard, le créateur, il a refusé la logique du toujours plus de profit. En 2022, il a annoncé à tout le monde « À partir de maintenant, la Terre est notre unique actionnaire ». Il a donné l'entreprise, qui valait 3 milliards à l'époque, à une fondation pour financer la protection de la planète. Résultat, non seulement Patagonia n'a pas coulé, alors qu'ils n'étaient pas forcément, il y avait quelques coquilles à certains endroits, mais en plus de ça, la marque a énormément pris d'ampleur et elle a gagné encore plus de respect et de croissance aux yeux du peuple. Exemple puissant du coup que l'éthique peut être rentable, même dans un monde ultra capitaliste. Du coup, là où certains vendent leurs âmes, d'autres donnent leurs entreprises. Troisième exemple, Angela Merkel, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. On laisse ce qu'elle est de côté, d'accord? Là n'est pas le sujet. En 2015, elle s'est montée contre tout le monde parce qu'elle voulait laisser les réfugiés syriens avoir une terre d'asile en Allemagne, et elle a fait face à tout le monde parce que personne n'était d'accord. Elle a dit « Wir schaffen das », nous y arriverons en allemand, et donc elle a décidé d'écouter sa propre éthique, même si c'était face à tout le monde et que personne n'était d'accord avec elle. Et elle a choisi l'accueil au nom des valeurs humanistes de l'Allemagne. Elle a subi des
torrent de critiques, y compris au sein de son propre pays. Mais avec le recul, son choix est aujourd'hui perçu comme un acte de courage politique. Un moment où elle a incarné un leadership basé sur l'éthique plutôt que sur la popularité. Alors effectivement, l'éthique est rarement applaudie tout de suite, mais en général, elle marque l'histoire. Exemple perso, j'ai plusieurs fois dû refuser des partenariats parce que mon éthique me disait que c'était pas bon pour moi. Et pourtant, c'est des partenariats qui m'auraient permis de vraiment avoir une visibilité extrêmement accrue. Surtout aujourd'hui où j'ai changé de chaîne et où j'en aurais eu fortement besoin, j'ai quand même refusé parce que je me suis dit que ça collait pas à ce que je voulais donner de moi à ma communauté. Et cette intégrité intérieure, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever. Les vrais leaders ne se demandent pas qu'est-ce que je gagne, mais est-ce que je peux encore me regarder dans un miroir. C'est d'ailleurs ce que je fais chaque matin et chaque soir. À chaque fois, tous les matins, je me dis, ok, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma journée pour être encore plus alignée avec moi-même, avec cette intégrité et ce que j'ai envie de voir dans le monde. Et le soir, je me pose la question et me dire, est-ce que j'ai réussi à mettre en place ce que je voulais voir ce matin. La neuroscience, d'ailleurs, a fait des études sur la psychologie de l'éthique. Le cortex préfrontal médian, il est situé juste derrière le front au centre. Et ça, c'est une zone clé du cerveau. Joshua Green, c'est un chercheur à l'université de Harvard. Il a fait plusieurs recherches sur ce sujet-là avec l'IRM, justement sur tout ce qui est les décisions morales. Résultat, quand on a à choisir dans un dilemme éthique, l'exemple du tramway, est-ce que pour sauver une seule personne, j'accepte d'en tuer 20 autres qui sont dans le tramway? Eh bien, c'est pas uniquement la logique froide qui s'active. Le cortex préfrontal médian sert de pont entre l'émotionnel et la raison. Il intègre l'empathie, en gros, ce que je ressens pour l'autre, et la rationalité, ce qui est juste sur le long terme. En gros, c'est lui qui nous permet de ne pas réagir uniquement par instinct, genre peur, rejet, blessure d'humiliation, etc. Et donc, il nous permet de faire un choix cohérent avec nos valeurs profondes. Donc, quand un leader agit avec éthique, c'est pas soit qu'il a un grand cœur, soit qu'il est rigide, c'est qu'il active cette zone du cerveau qui va combiner les deux dimensions, l'émotion et la logique. Et ça donne une décision morale. L'éthique, c'est pas un luxe spirituel, c'est une fonction biologique. Notre cerveau est littéralement câblé pour choisir ce qui est juste. Alors la question aussi à se poser, c'est quel est le coût du compromis? Donc quand on n'écoute pas son éthique, il y a des études, encore une fois, qui ont été faites en psychologie, Festinger en 1957, qui a démontré que quand tu agis contre tes valeurs, ton cerveau lui-même crée une tension dans ton corps. Fatigue, anxiété, perte de sens. Exemple concret, des dirigeants qui disent oui à des pratiques douteuses, on ne les nommera pas, comme ceux qui travaillent à la ZEU et qui ont fait des choses atroces, etc., qui sont à des positions spécifiques. Ces gens-là, ou même les présidents par exemple, regardez la tête des présidents, que ce soit celui qu'on a actuellement en France ou un ancien président américain, regardez leur tête avant le mandat et après le mandat et observez ô combien leurs décisions ont coûté à leur physique. Je vous mettrai une photo, là et là. Et en plus, au niveau biologique, plus vous allez nier vos valeurs, plus vous allez voir une montée exponentielle du cortisol, l'hormone du stress, enfin le régulateur du stress, dans votre corps. Et personnellement, chaque fois que j'ai dit oui à contre-cœur, j'ai fini par le payer très cher plus tard. Fatigue, colère, perte de motivation. Et ce, même sur des toutes petites décisions. Au final, le compromis toxique coûte toujours beaucoup plus cher que ce qu'il rapporte. L'autre question qui s'ensuit, c'est comment diriger avec éthique, mais sans être naïf. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on ne peut plus se permettre d'être naïf. Le premier point, ça va être la clarté des valeurs. Les leaders qui tiennent en eux savent exactement ce qui est non négociable dans leurs limites. C'est à vous de poser vos propres limites, et bien sûr, elles ne seront pas les mêmes que le voisin. Un autre point important, ça va être le courage collectif. Plus on va s'entourer de personnes qui osent dire non, plus on va éviter la dérive. On va aller à l'encontre de l'expérience de H qui, elle, montre qu'on suit le groupe dans la mauvaise direction, mais on peut aussi faire ça dans le sens inverse. Si on est plein à penser juste, on va être de plus en plus à penser juste. Un exemple concret, il y a Microsoft qui a, par exemple, là aussi, on ne parle pas de l'entreprise elle-même, mais elle a arrêté son expérience sur la reconnaissance faciale des émotions
il y a quelques temps. Attention, hein, ça ne veut pas dire que Microsoft est devenu un saint et une entreprise parfaite, hein, mais ils ont fait un choix éthique. Et ce choix, attention, c'est un choix business, hein, mais en business, ça a été un choix puissant. Ils ont compris que c'est un sujet sensible et que garder une ligne éthique, c'était une stratégie. Ça donne de la crédibilité sur le long terme. Petit PS, c'est plus Gates qui dirige depuis 2000. Petit storytelling perso, j'ai dû poser des cadres dans ma propre carrière de coach, non pas contre l'autre, mais pour me protéger moi. Parce que sans ce cadre, je devenais sauveuse et non leader. Être éthique, ce n'est pas être gentil, c'est être clair. Question suivante, quels sont les bénéfices de l'éthique dans le leadership? Premier point, vous gagnez en crédibilité. Les gens vont savoir où vous vous tenez avec votre droiture. Deuxième point, vous gagnez en énergie. Pas de double discours, pas de masque. Troisième point, vous gagnez en impact. Votre message est beaucoup plus clair et il résonne plus fort parce qu'il est incarné. Il y a une étude d'ailleurs du Harvard, je ne sais plus le nom exact, qui a démontré que les entreprises perçues comme éthiques faisaient 20% de chiffres supplémentaires. Ils faisaient 20% de plus de fidélité au niveau de leurs clients et 40% des employés restaient plus longtemps. Donc l'éthique, effectivement, ça ne paye pas forcément toujours à court terme, mais sur le long terme, c'est toujours elle qui gagne. C'est un peu comme la vérité. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Alors en résumé, oui, le monde actuel pousse au compromis et à s'oublier soi-même, à oublier notre propre éthique et nos valeurs. Et oui, ça fait peur de tenir son axe et de rester droit dans ses bottes. Mais l'éthique, votre éthique, c'est votre seul vrai capital. Alors je finirai sur ça. Dans un monde où tout s'achète et tout se vend, le seul luxe absolu, c'est l'intégrité. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt. On ne change pas le monde en chuchotant. On le change en incarnant.